santé au cœur de l'information. Au sommaire de ce journal, la première édition de la semaine de l'enseignement technique. Ce sera du 4 au 12 février prochain. L'annonce a été faite par le ministère de tutelle au cours d'une conférence de presse. En savoir plus dès le début de ce journal. Après 3 ans de mise en œuvre, le projet renforcement de la résilience des communautés locales par une gestion concertée et durable des écosystèmes forestiers et des terres est à son terme. L'heure est à la restitution des résultats. Et puis, la formation à la lecture et à la maîtrise du répertoire de chant lyrique des stagiaires est terminée. Une soirée a été organisée pour mettre à l'épreuve les participants. C'est à suivre en fin de journal. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. Éducation tout d'abord et la première édition de la semaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle qui se tiendra du 4 au 12 février 2022. L'information a été rendue publique lors d'une conférence de presse par le ministère de tutelle. Les détails sur les activités qui seront menées durant cette période ont été également abordés. Ulrich Amega. Atteindre d'ici à 2025 un taux d'accès de 10% des apprenants dans le secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Relever celui de l'insertion professionnelle qui est de 65% à 80% au cours de la même période. Un défi que le gouvernement togolais compte relever pour les 3 ans à venir, conformément à sa feuille de route. Le ministère délégué en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle met la machine en branle pour la cause. Et c'est à travers la première édition de la semaine dédiée à l'enseignement technique et professionnel, détaillée ici aux professionnels des médias. Nous recherchons l'amélioration de la visibilité du sous-secteur et en fin de compte, l'amélioration de l'employabilité des sortants du système. Nous mettons les coups de projecteur sur le sous-secteur pour que le public découvre en profondeur ce que c'est que ce sous-secteur, quelle est sa mission, quelles sont les offres de formation, d'où on rentre, par où on rentre et par où on sort. Et après la formation, qu'est-ce que l'on devient? Un enseignement de qualité, une orientation scolaire et professionnelle en lien avec les opportunités d'emploi, une main-d'œuvre qualifiée au profit des entreprises en dépend. Des journées portes ouvertes qui permettront aux apprenants et aux formateurs de faire valoir leur production par des expositions, des concours pour primer des lauréats. Il est prévu une grande rencontre autour du projet de placement des apprenants en milieu professionnel lors de leur formation. Les formations dans le sous-secteur enseignement technique et formation professionnelle ont une spécificité. C'est des formations qui ne se déroulent pas que dans la salle de classe. Il faut qu'une partie de la formation se déroule en classe et l'autre partie en entreprise pour permettre à l'apprenant d'avoir véritablement la main et au sortir, être opérationnel. Une semaine d'activité qui marque une nouvelle ère vers des lendemains meilleurs pour l'enseignement technique et professionnel togolais. L'événement aura donc lieu sur toute l'étendue du territoire national, notamment dans les villes de Dapaon, Kara, Sokodé, Palimé, Atapamé, Tévié ou encore Lomé. Du côté du Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel, le FNAFPP approfondit les connaissances du personnel de la BIA Togo. Il est question de les doter d'outils nécessaires pour relever les défis qui s'imposent à eux dans l'exercice de leur profession. Sandra Ziabi. Les chefs d'agence de la banque BIA Togo actualisent leurs connaissances. Gestion de la relation client, recouvrement amiable et contentieux, dispositif prudentiel applicable aux établissements de crédit de l'UEMOA, des outils nécessaires pour offrir des services de qualité et faire face à la concurrence. Une entreprise qui veut être rentable doit renforcer
régulièrement les capacités de ces employés, de ces collaborateurs, pour qu'ils soient encore plus compétitifs sur le terrain, pour pouvoir sortir du lot, pour pouvoir faire la différence. Les établissements bancaires se partagent une clientèle très exigeante. Former ces acteurs à pouvoir tirer leur épingle du jeu, une préoccupation du Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel. Il nous a été signifié les problèmes liés au recouvrement des créances au niveau des banques, sur l'accueil par exemple. Donc si on ne fait pas quelque chose, ça ne pourra pas marcher. Les banques risquent de disparaître. Et puis maintenant, il y a plusieurs banques et les banques ont intérêt à se remettre à la page, à stimuler les clients, c'est-à-dire à leur faire la cour à la limite pour que les clients restent avec eux. Cette formation est en étroite ligne avec la feuille de route du gouvernement. Environnement et direction région centrale où le projet renforcement de la résilience des communautés locales pour une gestion concertée et durable des écosystèmes forestiers et des terres a pris fin. Les résultats viennent d'être restitués. Ce projet a pris en compte les régions Caras, Centrale et Savane avec pour objectif spécifique contrer les effets dévastateurs sur l'environnement et renforcer la résilience de plus de 3600 familles paysannes et usagères des forêts. Désiré Aloué. La lutte contre le réchauffement climatique, un enjeu de taille pour le gouvernement togolais qui, avec l'appui de différents acteurs partenaires, travaille à contrer le fléau dévastateur. Au travers de multiples projets et programmes, des actions concrètes sont visibles sur le terrain. Dans les régions Savane, Kara et Centrale, l'ONG Agronomes et Vétérinaires sans frontières et Inades Formation, ainsi que 3 autres ONG co-demandeurs, Rafia, AEDD et JPR, dans le cadre du PALCC, ont œuvré à la résilience des communautés locales par une gestion concertée et durable des écosystèmes forestiers et des terres. Après 36 mois de mise en œuvre, une rencontre a Socodé des acteurs pour passer en revue les effets perceptibles et les résultats obtenus. Aujourd'hui déjà, c'est de restituer, montrer un peu ce que le projet a pu faire avec les communautés, avec les autres partenaires, notamment les services techniques. Mais le plus important, c'est aussi de se projeter sur l'avenir, parce que c'est un projet de gestion des ressources naturelles. Donc l'objectif, ce serait de réfléchir pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les années à venir. Parce qu'effectivement, 10 forêts communautaires ont été mises en place, du reboisement a été fait, des communautés ont été sensibilisées, formées, mais encore les acquis sont à consolider. Et il était question de réfléchir et de trouver des alternatives économiques qui puissent permettre aux femmes qui tirent une partie de leurs revenus de ces forêts-là, des activités qui puissent compenser. Ce projet de gestion durable des terres et des forêts a touché 3600 producteurs agricoles et les comités de développement à la base. Rencontre pour aussi remettre les chartes de gestion des forêts communautaires signées par le ministère en charge de l'environnement. C'est un défi qu'on nous a laissé à mieux travailler parce qu'il y a beaucoup de forêts, mais les gens veulent voir concrètement qu'est-ce que nous faisons d'abord. Mais aujourd'hui, les résultats sont positifs et je pense que tout le monde va courir à aussi faire quelque chose de sa forêt, mettre en valeur sa forêt. Ce sérieux problème de dégradation des terres et des forêts sous l'effet conjugué des aléas climatiques et de la pression anthropique appelle à une reconversion de comportement pour faire face, actionnant le frein au changement climatique. Nous allons ouvrir la page santé avec la campagne vaccinale de volailles et de petits ruminants menée dans la région des Savanes. Le ministère en charge de l'élevage est sur le terrain pour faire le suivi. L'occasion de sensibiliser les éleveurs sur les maladies saisonnières qui sévissent actuellement dans les pays voisins. Gérard Lagoudou. La région des Savanes détient le record de production en matière d'élevage au Togo. Et une campagne régulière de vaccination s'impose. Que ce soit l'élevage de petits ruminants ou encore de volailles, le gouvernement togolais ne baisse pas les bras. Mais en période d'harmattan, il faut aller encore plus loin.
D'où la présente rencontre du ministère en charge de l'élevage avec les acteurs concernés dans le contexte du suivi de la campagne de vaccination contre la maladie de Newcastle au niveau des volailles et la peste de petits ruminants pour plus de résilience, surtout en ces périodes propices aux infections respiratoires et bien d'autres infections bactériennes. Notre cible de sensibilisation aujourd'hui, c'est les éleveurs à qui nous avons parlé des mesures de biosécurité, des techniciens à qui nous avons parlé des dispositions pratiques, c'est-à-dire de faire une large couverture vaccinale, surveillance active au niveau des élevages. Nous avons parlé aussi aux commerçants, aux distributeurs qui doivent prendre des mesures, qui doivent respecter les itinéraires sanitaires dans les transactions commerciales. Conformément aux objectifs du PND, le ministère en charge de l'élevage compte faire de ce secteur un pourvoyeur d'emplois. D'où le présent arrêté ministériel du 26 juillet 2021 fixant les conditions d'octroi d'agrément d'installation et d'exploitation des fermes d'élevage et des couvoirs au Togo. Les conditions d'obtention de cette autorisation sont mises à la disposition de tous les chefs de poste vétérinaires, tous les vétérinaires privés, tous les agents techniques, pour permettre à tout un chacun de vraiment se conformer à la règle. Et ceci dans l'intérêt supérieur du promoteur, permettant au service technique de mettre à sa disposition la technicité nécessaire. Car l'élevage ne peut plus être considéré comme un enjeu de détente, mais un enjeu d'entrepreneuriat. Les éleveurs présents à cette rencontre sont appelés à plus de vigilance pour un aboutissement heureux de cette campagne en servant de relais d'information au sein de leurs communautés respectives. Tout cas de mortalité constaté doit être signalé pour permettre aux services compétents de définir les conduites à tenir. Toujours dans la région des Savanes, à Saint-Cassé plus précisément, l'hôpital Brown a ouvert ses portes au public. Journée porte ouverte pour faire découvrir ses différents services aux populations et offrir des consultations gratuites durant une semaine. Et c'est l'une de ces activités inscrites au programme du premier anniversaire de cet hôpital. Gérard Lagoudou. L'hôpital Brown Saint-Cassé ouvre publiquement ses portes à la population de la région des Savanes. Durant une semaine, on peut découvrir les différents soins de santé disponibles dans cette structure. Pour le scanner et la décision pour avoir le césarienne ici parce qu'il manque en Saint-Cassé et il y a un manque de chirurgie. Et c'est les choses qui sont maintenant ici. Et sur place, le public a eu droit à une série de dépistages à 0 francs. Je suis au laboratoire pour le prélèvement de l'analyse des hépatites. Je prévois continuer encore pour la glycémie. Je suis là ici pour faire la consultation, pour voir le taux de glycémie et tout est gratuit. Je suis là pour la tension. Et ce que je peux dire, c'est formidable. Je suis satisfait, je connais déjà mes résultats. Un an déjà que l'hôpital Brown Saint-Cassé soigne dans la région des Savanes. Les premiers responsables du centre entendent tout simplement rapprocher davantage l'hôpital du patient et accompagner le gouvernement togolais dans ses efforts pour le bien-être des populations, surtout en milieu rural. L'hôpital adhère au programme de santé publique de l'État avec le programme élargi de vaccination, le programme paludisme que nous avons commencé et nous espérons aller plus loin. Pourquoi pas arriver à avoir à l'hôpital Brown Saint-Cassé le programme Wezu et le programme Karma, qui sont des programmes que l'État a mis en place pour les centres qui sont à but non lucratif. Et c'est le cas de l'hôpital Brown Saint-Cassé. Nous avons du personnel hautement qualifié. Nous avons ici des médecins spécialistes, des spécialités même qui n'existent pas encore dans la région de Savanes. Nous avons également des équipements de haute qualité pour pouvoir assurer un bon diagnostic. Mais la seconde particularité sur laquelle nous allons permanemment travailler, c'est la qualité de l'accueil, la qualité des soins, la qualité de la prise en charge. En prélude à ces journées portes ouvertes, d'importants lots de matériel médical et bien d'autres équipements ont été remis au CHR de Dapaon et au CHP de Saint-Cassé.
Le projet Wezu retient également notre attention ce soir. C'est un programme lancé en août 2021 par le gouvernement pour accélérer la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelle et néonatale. Comment le projet de soutien aux femmes enceintes et aux nouveau-nés est-il mis en œuvre concrètement sur le terrain? Wezu, dans les faits, c'est un dossier réalisé par Christine Pechekialoude. Sylvie est devenue maman il y a quelques jours. Depuis le premier mois de sa grossesse jusqu'à l'accouchement, elle a toujours bénéficié gratuitement de nombreux soins grâce au programme Wezu. Quand j'ai su que j'étais enceinte, je suis venue dans ce centre pour la consultation. On m'a mis sur la liste Wezu. Depuis, les analyses sont prises en charge par Wezu. Quand j'ai accouché aussi, j'ai constaté que la grande partie des soins est également payée par Wezu. Banyimana, elle, est presque à terme. Dès la confirmation de son statut de grossesse, elle est inscrite sur la plateforme numérique Wezu via son smartphone. Puis, elle s'est vue attribuer un numéro d'identification. Deuxième consultation, je suis venue, on m'a fait enrouler. De là, j'ai constaté que nos tests d'urine sont désormais gratuits et on nous donne aussi les comprimés du sang gratuitement. La plupart des femmes ne connaissent pas le programme Wezu. C'est quand elles viennent qu'on leur parle de ça. On leur dit d'amener la carte d'identité ou bien la carte d'électeur. Et dès qu'elles amènent, on les insère, on les explique l'avantage. Toutes les femmes enceintes sans exception sont couvertes par le programme Wezu. Le gouvernement veut un suivi régulier de ces femmes pour amoindrir les risques d'accouchement difficiles. Le test de la biminurée sucre qu'on fait à chaque consultation est aussi pris en charge par le programme Wezu. Le jour de l'accouchement, Wezu intervient. Wezu paye à plus de 80% le kit d'accouchement. Et même après l'accouchement, Wezu donne certains médicaments à l'accoucher et du même qu'au nouveau-né aussi. Au cas où il y a complications en CPN comme en salle d'accouchement, nous référons les femmes vers le CHU. C'est le CHU qui continue la prise en charge avec le programme Wezu. Un budget d'environ 3 milliards de francs CFA est mobilisé pour la première année de mise en œuvre de ce programme de soutien aux femmes enceintes et aux nouveau-nés. À la primature, 2 institutions financières ont échangé avec le Premier ministre Victoire Toméga-Dogbe. Il s'agit des responsables de la compagnie financière africaine Cofina Togo et la société financière internationale IFC. Les discussions ont porté sur le financement du secteur privé pour booster la croissance et la création d'emplois. Le point avec Arnold Kilivou. Le directeur général sortant de la compagnie financière africaine Cofina Togo, Charles-Éric Moulot, est allé présenter son successeur, Digbe Marcel, au chef du gouvernement et les activités programmées par leur institution au titre de l'année 2022 au Togo. Pour nous, c'est beaucoup de chance d'avoir un terrain favorable, beaucoup de chance d'avoir des acteurs compétents qui peuvent nous accompagner. L'occasion, au moment où je m'apprête à repartir au siège, toujours dans le groupe Cofina et garder un poste au conseil d'administration également du groupe, de présenter le nouveau directeur général, celui qui va prendre les rênes à partir de maintenant et poursuivre donc toute l'activité qui a déjà été effectuée. Le nouveau directeur général Digbe Marcel, conscient des enjeux économiques, a exprimé sa volonté de poursuivre ses accompagnements au gouvernement dans le domaine de la finance. Nous avons eu le temps justement d'échanger sur les problématiques qui nous restent à adresser au niveau du Togo avec son Excellence Premier ministre. Nous sommes pleinement conscients des défis qui nous y attendent, mais vu que nous avons une politique au niveau du groupe Cofina qui vise justement, quels que soient nos lieux d'implantation, à accentuer justement l'inclusion financière, nous sommes disposés et nous avons commencé justement à nous organiser pour pouvoir poursuivre cette vision-là à la suite justement de mon prédécesseur. De leur côté, les responsables de la Société financière internationale SFI ont abordé avec le Premier ministre Victoire Toméga-Dogbe les questions sur le financement dans les domaines de l'énergie solaire, les logements sociaux et les banques. Le Togo est aujourd'hui un des pays les plus importants en termes de pipeline de projets pour AFC dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale.
Et ça montre les efforts de réformes qui ont été engagés par le gouvernement dans les 5-10 dernières années. Et ça montre vraiment l'engagement et la volonté du gouvernement à accélérer le processus de développement dans le pays. Et nous, en tant qu'AFC et groupe de la Banque mondiale, on est là pour accompagner ce processus. Un des sujets sur lesquels on travaille en ce moment, c'est tout ce qui est l'amélioration du mix énergétique à travers le solaire. On a un programme Ceiling Solar qui est en cours d'exécution et qu'on souhaite, avec le gouvernement, amener à fruition. Mais il y a également d'autres sujets nouveaux qu'on a abordés aujourd'hui, tels que le logement social, que le gouvernement souhaite vraiment développer. Au sein du groupe de la Banque mondiale, le SFI s'occupe du financement pour l'essor du secteur privé dans les pays en développement afin d'améliorer les conditions de vie des populations. On passe à l'actualité internationale en session extraordinaire sur la crise au Burkina Faso. Suite au coup d'État lundi dernier, les chefs d'État des pays membres de la CEDEAO ont planché hier sur le sort du Burkina Faso. Conséquence, suspension du pays de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Cette décision de l'institution ouest-africaine reste un sujet de discussion au Burkina Faso. La nouvelle passe très mal. Le Burkina Faso suspendu de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, la décision de l'organisation est tombée vendredi. Conséquence de la prise du pouvoir à Ouagadougou par les militaires, face à la recrudescence des coups d'État, l'organisation tire la sonnette d'alarme. La détérioration de la situation politique dans notre région devrait être un sujet de grande préoccupation pour nous tous. Aucun pays n'est à l'abri dans la communauté et nous devrons prendre des mesures pour l'étouffer dans l'œuf. Problème, les sanctions de la CEDEAO passent mal au sein des populations favorables au coup d'État. La CEDEAO ne nous arrange même pas. S'ils voulaient ça, ils n'ont qu'à venir nous aider avant qu'on ne fasse pas le coup d'État. Ils ont laissé nous faire et puis le VL, nous n'est pas d'accord sur ça. Nous ne le veulent même pas. Nous laisser, même s'ils veulent nous condamner, nous n'est d'accord. La décision de la CEDEAO, on ne veut même pas. Il ne faut même pas qu'ils osent. Ils n'ont qu'à aller. On ne veut même pas qu'ils viennent ici même. S'ils viennent ici, ils verront ce qu'ils vont faire. On va les jeter même des pierres. Un avertissement alors qu'une délégation ouest-africaine est attendue dans la capitale burkinabé dans les prochains jours. Quel bilan retenir du passage de la tempête Anna? Pendant près de 10 jours, elle a dévasté une partie de l'Afrique australe, du Mozambique à Madagascar, en passant par le Malawi. À ce jour, 48 morts sont enregistrés et autres dégâts matériels. À Madagascar, les habitants sont désarmés. Après les pluies torrentielles de la tempête Anna qui a surpris le pays lundi 17 janvier, le soleil laisse juste apercevoir les maisons détruites et les quartiers vidés de leurs habitants. Le bilan est lourd, 48 personnes ont trouvé la mort et au moins 72 000 ont perdu leur maison. Depuis que les eaux ont commencé à se retirer, quelques milliers de personnes sont rentrées chez elles pour reconstruire à partir des débris. Je suis très triste car nous avons travaillé comme des fous pour obtenir de l'argent et maintenant la maison est détruite. Comment ne pas être triste? Nous sommes des sinistrés et nous ne recevons aucune aide, aucune mesure de soutien. Il n'y a rien. Les abris de fortune se multiplient. Dans 38 localités de l'île, les écoles se sont transformées en centres d'hébergement. Ici, au stade Barea de Tananarive, 20 000 sinistrés ont été accueillis. Depuis 3 jours, le temps s'est amélioré, il y a du soleil. L'eau a baissé dans plusieurs zones. C'est pourquoi nous avons décidé de ramener les sinistrés au stade. Nous avons parlé avec eux et ils ont accepté de partir. Alors que plusieurs pays d'Afrique australe sont déjà sous les eaux, une nouvelle menace s'est formée au-dessus de l'océan Indien. La tempête tropicale Batsirai devrait atteindre l'île Maurice mercredi. Au Togo, l'ambassade de l'Inde célèbre son 15e anniversaire d'indépendance. Une journée porte ouverte est organisée pour la circonstance. Une action pour mieux faire connaître le pays et ses opportunités. Aboza Dadia avec à la voix Sandra Aziabé. Des bourses d'études, des programmes de renforcement de capacités et de formation professionnelle. Autant d'opportunités qu'offre l'Inde à l'endroit des jeunes Togolais
à travers une journée porte ouverte. Parlent de leur culture, de leur danse, de leurs valeurs, de ce que représentent certains animaux pour eux. Et il y a aussi des opportunités de stage pour nous les étudiants, pour nous aider aussi. Je suis venu dans un premier temps à l'ambassade de l'Inde par rapport à leur activité Discover in India, par rapport à la curiosité, le fait de pouvoir découvrir mieux ce que c'est que l'Inde, quel serait peut-être aujourd'hui pour moi l'avantage que je pourrais avoir. L'une des choses qui m'a marqué aujourd'hui, c'est principalement la guérison pranique, où je me suis moi-même fait guérir. Ce geste de l'ambassade de l'Inde s'inscrit dans le cadre de la commémoration de son 75e anniversaire d'indépendance. The focus of today's program is. Oui, je pense que c'est très important pour l'ambassade de l'Inde, une ambassade nouvellement installée au Togo, d'organiser un tel événement, et ceci est une première pour notre ambassade. La coopération avec le Togo commence bien avec plusieurs interactions que j'ai eues avec différents acteurs clés de la coopération entre l'Inde et le Togo. At this scale in Togo by the Embassy of India. La célébration de la journée de la République de l'Inde, l'inauguration de la sculpture en sable du Gateway, la soirée culturelle sont entre autres activités qui ont meublé cette semaine spéciale de la célébration de l'indépendance de l'Inde. Cette journée porte ouverte est prévue pour 2 jours. Togbui Lonson Zankli 8, chef canton d'Aniho, a été conduit à sa dernière demeure ce samedi. Mais bien avant, une messe d'enterrement a été dite en sa mémoire. Ulrich Amega. Mobilisation immense à la place Bonquet d'Aniho. Le peuple gain d'ici et d'ailleurs, bien présent pour la circonstance. Autorités politiques, administratives, traditionnelles, religieuses, parents et proches rendent une dernière grâce à l'âme de Togbi Ahwaoto Savado, Zankli Lawson 8. Tous en instant de recueillement et de prière en mémoire d'un homme, un père, un frère qui n'est plus. Nous sommes persuadés que tout ce qu'il a accompli sur le chemin de son règne restera toujours gravé dans la mémoire du peuple gain et de l'ensemble des chefs traditionnels du Togo. Ce regard souriant, l'on ne le reverra plus. Togbi Zankli Lawson 8 s'en est allé, laissant derrière lui son trône royal ainsi que ses outils de chefferie. C'est une grande perte, non seulement pour le royaume de Lolan, c'est une grande perte pour la ville d'Aniho, mais aussi pour toute la préfecture des Lacs. Il y avait lieu de lui rendre grâce. L'Église famille lui reconnaît une sagesse énorme, une capacité à ajouter sa vie à la volonté de Dieu. Depuis l'autel de sacrifice du Christ, Monseigneur Benoît Alornou, à travers les Écritures, a imploré la bénédiction du Maître de la vie pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Il avait les qualités de chef, l'écoute et la disponibilité. Un homme épris de paix et soucieux du travail bien fait. Demandons au Seigneur de le faire connaître comme le Dieu qui n'abandonne jamais ceux qui espèrent en lui, comme le Dieu de toute joie et de toute consolation. Prions, frères et sœurs. Prions pour que Claude Togbe Ahwaoto Salvado Zankli Lawson entre dans le repos promis. Qu'il voit la face de Dieu dans son royaume, dans le palais royal de l'Éternel, notre Dieu. Ceci marque la fin de 21 ans passés au trône de la tradition des Gains. Des années de vie qui s'arrêtent ici-bas, mais se poursuivent dans l'au-delà. Seigneur Isaac Jean Gabriel. Concernant le Covid-19, à ce jour samedi 29 janvier 2022, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 36 487, 18 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 32 283, 235 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 3 936. Et le nombre de décès est de 268
un nouveau décès depuis hier. Et c'est signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. De la musique, un show inédit, la soirée de la plume à l'oreille a fait sensation. C'est le résultat de plusieurs semaines de dur labeur. Les stagiaires ont été formés à la lecture et à la maîtrise du répertoire de chansons lyriques. Reportage Ulrich Amega. Tous mes proches sont nouvelles depuis 12 ans déjà. Des lettres lues et relues. La go du pays, la go du pays. Des histoires racontées, le brûlait, le torturait. De la poésie récitée à haute et intelligible voix pour se faire entendre. Très cher Catrisson, ce nom à la fois tranchant et caressant. Ce doux nom me rappelle notre rencontre si brève et parfois éloignée dans le temps. Que ce soit en solo, en duo ou encore en trio, ces stagiaires ont su assimiler les connaissances acquises. Au petit matin du jour de l'indépendance de la République sœur du Togo, et les tests, ils ont été des tests conçus spontanément. Et donc je crois que chacun des participants à l'atelier a pris sur lui-même d'y mettre tout ce qu'il a en lui d'émotions, de beau. De la lecture aux chansons lyriques. Ici, les doigts se promènent sur les touches du piano pour offrir de la bonne mélodie au public. Un quatuor pour fredonner la barcarolle Ave Maria et Alléluia de Mozart a coupé le souffle. Ce que nous avons vu ce soir nous confirme une chose que nous savions depuis, c'est que la scène culturelle togolaise regorge de talents. Et ce soir, tous ces jeunes nous ont comblés. C'est la soirée de restitution de la plume à l'oreille, fruit des jours d'atelier. Ces derniers jours d'atelier nous a permis de perfectionner nos techniques de chant. Aujourd'hui, c'était vraiment magnifique. Aujourd'hui, je suis vraiment satisfait de nos prestations. Moi, je suis mezzo, donc à mes aigus, j'allais tout droit, alors qu'il faut passer par certaines notes avant d'y aller pour donner un peu de souplesse à la note. La musique, il faut toujours apprendre. C'est maintenant que le travail commence en fait pour nous. Il faut que nous continuions par nous exercer, par appliquer. Et puis bon, avec le temps, on va maîtriser. Rendez-vous pris ce samedi pour vivre à nouveau cette ambiance à travers ces voix qui lisent et qui chantent. Actualité sportive pour terminer, reprise ce jour des matchs comptant pour les quarts de finale de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Le Cameroun, pays organisateur, grimpe les échelons en s'offrant un billet pour la demi-finale en battant son adversaire, la Gambie, sur un score de 2-0. Les Lions indomptables disputeront face aux vainqueurs du match Maroc-Égypte qui se joue demain, dimanche 30 janvier, à Yaoundé. L'autre duel de ce jour a opposé le Burkina Faso à la Tunisie. Les deux équipes qui se sont retrouvées en quart de finale ont toutes deux traversé des difficultés au huitième de finale. Cependant, le jeu donne pouvoir à l'équipe du Burkina Faso qui bat son adversaire, la Tunisie, sur un score de 1-0. À l'affiche demain, dimanche 30 janvier 2022, 16h, Égypte-Maroc, 19h, Sénégal, Guinée équatoriale. Tous ces matchs sont donc à suivre en direct sur la télévision togolaise, votre chaîne. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle soirée et un bon week-end. À demain.